couper votre caméra. Non, c'était pas nous. Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à ce jeudi de la FEMS, ce nouveau jeudi qui est donc le 9e que l'on tient depuis le début de l'année. Alors pour ceux peut-être qui n'auraient pas encore participé, donc les jeudis c'est un cycle de rencontres en ligne thématiques voilà, qui se veulent conviviales qu'on a instauré donc avec nos adhérents depuis donc le début de l'année 2021. Ils se tiennent tous les 15 jours. Donc les jeudis, avec voilà, des interventions de nos adhérents pour avoir sur certains sujets, pour avoir des retours d'expérience et puis ensuite échanger tous ensemble voilà, pour faire vivre aussi notre réseau. Donc comme je le disais, on en est à notre 9e. Le format a eu quand même un bon succès. Donc voilà, on compte bien le poursuivre. Pour vous dire que le prochain aura lieu aussi donc dans 2 semaines, le 24, et voilà, que ce sera le dernier. On fera une pause estivale et on reprendra sans doute à la rentrée. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce 9e autour du thème voilà, pour interroger les artistes au sein des musées de société. Qui va nous être présenté une introduction et puis la modération va nous être présentée voilà, tout de suite par Fabrice Denise. Avant que je lui passe la parole, je vous fais un petit rappel donc, du format. Donc voilà, on va avoir des interventions courtes de plusieurs de nos adhérents qui va ensuite se suivre, comme je vous dis, d'un temps d'échange, voilà, débat, questions. N'hésitez pas du coup à ce moment-là, quand on sera dans cette partie, à utiliser les fonctionnalités donc, de l'outil sur lequel on est, donc Teams. Vous avez en haut voilà, plusieurs petits pictogrammes. Vous pouvez notamment lever la main pour demander la parole. Vous pouvez aussi utiliser le chat. Donc, vous avez la petite bulle pour afficher la conversation. Donc, à l'écrit, si jamais vous avez un petit problème de micro, par exemple, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ensuite, à couper la caméra, comme je vous le disais, si vous ne souhaitez pas apparaître à la vidéo. Et puis aussi à penser à désactiver votre micro quand vous ne prenez pas la parole pour voilà, éviter tout bruit parasite. Donc, merci à toutes et tous. Et puis, je passe tout de suite la parole à Fabrice Denise pour commencer notre sujet du jour. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. d'accord, parfait. Eh bien, merci à la FEMS de nous permettre d'échanger rapidement, puisqu'on dispose d'une heure et demie pour évoquer un très vaste sujet et qui donne lieu évidemment à de nombreuses pratiques partagées ici et là dans les musées de société en France et au-delà. J'ai accepté effectivement moi la proposition de la FEMS à la fois d'introduire, de poser un peu le sujet et puis d'assurer un rôle de modérateur, parce que cette question de la place et de l'inclusion, on va dire, des artistes dans un musée de société nous est chère ici à Marseille et particulièrement au musée d'histoire de Marseille. J'ai préparé du coup quelques rapides diapositives pour vous permettre de mieux saisir ce que je vous dis là. Alors, le bac de partage, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça Oui, fonctionne, d'accord, Fabrice. c'est parfait. Voilà, donc voilà, je vous parlais du musée d'histoire, vous le connaissez peut-être, sinon je vous rappelle qu'il est une espèce d'objet muséal non identifié, puisqu'il est à la fois inscrit sur un site archéologique, comme vous le voyez, mais aussi dans un centre commercial que vous voyez à l'arrière-plan du musée, le musée étant le bâtiment d'architecture, on va dire, contemporaine, qui se situe au premier plan de l'image. Donc un musée dans un centre commercial, et non pas un musée ayant géré son propre centre commercial comme le musée du Louvre, eh bien, c'est quelque chose d'assez particulier. Et ça pose tout de suite une question de frontière sur l'opportunité formidable que représente une telle situation. Pour mémoire, il y a à peu près 5 millions de visiteurs chaque année dans ce centre commercial. Ce n'est pas la fréquentation du musée d'histoire, autant vous le dire. Il y a donc un véritable enjeu pour nous à réfléchir à des questions liées à la frontière et à une façon d'occuper de façon attractive, pertinente, impertinente, cet espace symbolique, cette interface
d'interface entre ces deux mondes, qui est celui donc du centre commercial et celui du musée. Donc on est en train de développer en ce moment un concept autour de l'idée d'une salle d'embarquement, et ce concept autour de cette salle d'embarquement, vous avez donc là quelques vues, hein, qui vous montrent cet espace en friche, en quelque sorte, qui est un plateau de presque 300 mètres carrés, qui va donc bientôt, je l'espère, donner lieu à des interventions, à des occupations par des artistes. Tout cela nous a amené à du coup vouloir prendre un petit peu de recul sur le sujet et à mener une enquête auprès d'une quinzaine de musées en France, mais aussi un petit peu en Europe, pour voir quels pouvaient être, alors à l'échelle des musées d'histoire, hein, pas globalement des musées de société, on est plutôt resté dans le périmètre qui est le nôtre, et des musées d'histoire qui sont plutôt des musées d'histoire de ville, et nous sommes allés voir eh bien, comment cette question s'incarnait et à quels objectifs elle pouvait répondre. On a rencontré, on a identifié un certain nombre d'objectifs dans ces initiatives qui déjà nous montrent l'extraordinaire profusion en fait des objectifs poursuivis par ces musées lorsqu'ils accueillent des artistes. Donc ça peut être le renforcement d'une thématique d'exposition, l'idée d'explorer de nouveaux pans du récit de l'histoire de la ville contemporaine, l'idée de renouveler les codes de présentation, par exemple, aussi, et de rendre peut-être plus captivante, pourquoi pas, la visite, de se retrouver dans des sujets entre patrimoine matériel et immatériel, et pouvoir laisser une place à, comment dire, à des artistes pour intervenir dans ces espaces, dans ces interstices, des fois compliqués à explorer entre mémoire et histoire. C'est aussi une façon de faire réagir les artistes eux-mêmes sur des sujets de société, de provoquer peut-être des réactions différentes du côté du public. Je passe très vite, hein, sachant que je pourrais évidemment partager ce PowerPoint et il sera dans l'enregistrement de toute façon de la session. Mais c'est pour vous dire que, voilà, on a dans cette première enquête, hein, qui n'avait absolument aucune espèce d'ambition, comment dire, universitaire ni quoi que ce soit, on a simplement voulu poser quelques jalons sur les grands enjeux qui sont ceux de l'intervention artistique contemporaine dans un musée de société particulier qui est un musée d'histoire. Ça a soulevé, on va dire, 3 questions, pour faire simple, 2 questions de fond sur cette question de la mise en récit du passé, et cette question de l'expérience de visite renouvelée à travers ça. Ça pose la question de fond également de la place dans le projet scientifique et culturel du musée de ce genre de choses et de l'artiste avec un grand A. Allons-nous jusqu'à inscrire ces démarches-là dans le PSC, et de sorte que cela devienne un effet non pas opportuniste, mais quelque chose qui soit pleinement intégré à la stratégie de l'établissement? On peut se poser cette question-là. Et puis il y a des questions de forme, puisqu'il y a une profusion d'initiatives et qui répondent à des logiques et des façons de produire ces collaborations très différentes à travers une biennale, à travers des relations particulières entre musées, un musée d'art contemporain, un centre d'art et un musée de société qui peuvent être peut-être dans le même périmètre et qui peuvent tout simplement et pragmatiquement échanger. Donc il y a énormément de questions sur la forme de tout cela. Nous avions travaillé lors de nos séminaires l'exemple avec nos collègues du MUSEM sur l'exposition Connectivité, qui est un exemple assez poussé de la rencontre entre l'univers de l'histoire et d'une narration muséographique somme toute traditionnelle, et un accompagnement par l'art contemporain, ce qui fait que toutes les séquences, en quelque sorte, de l'exposition donnent lieu à un pendant, à un parallèle, on va dire, contemporain, qui eh bien, explore cette Méditerranée au temps de Philippe II, puisque c'est l'enjeu de connectivité, mais d'une façon évidemment beaucoup plus contemporaine. Voilà, en quelques mots, moi, ce que je pouvais vous dire pour histoire de lancer un petit peu l'ampleur du sujet. Et l'idée était donc de pouvoir maintenant donner la parole à donc 3 intervenants qui vont chacun à leur endroit et depuis leur musée ou leur service, eh bien, vont faire atterrir en quelque sorte ce grand sujet dans des problématiques aussi un peu plus concrètes. Après l'intervention du musée de la Vénois, je reprendrai la parole pour tout simplement lancer aussi un peu le débat, en plus de toutes les questions, j'imagine, qui vont être soulevées par Estelle, Marie, Solène ou Éric. Voilà, je quitte donc le partage d'écran et je vous cède la parole. Et donc Estelle, vous commencez du coup. Merci.
Merci Fabrice, bonjour à tous. Je reconnais un certain nombre de visages. Pour commencer, je voulais adresser mes remerciements à ma collègue du service des musées de France, Bénédicte Roland-Villemot, qui participe aussi ce matin et qui est la référente au service des musées de France pour les musées de société, vous la connaissez tous, et également la FEMS pour m'avoir permis d'intervenir dans ce débat tout à fait passionnant. Alors, en quelques mots, j'étais par le passé moi-même chargée d'un musée de société puisque je dirigeais il y a encore peu de temps le musée de la pêche à Concarneau. Et donc, depuis mars 2020, au service des musées de France, je suis en charge de tout ce qui a trait à l'art moderne ou à l'art contemporain. Et je précise d'emblée, nous avons des discussions régulières avec la FEMS puisqu'elle est subventionnée par l'État et à ce titre, nous sommes en pleine préparation et je pourrais dire achèvement de notre convention pluriannuelle d'objectifs. Alors, il m'a été demandé ce matin de parler de la place de l'artiste dans les musées de société via le prisme d'un panorama national. Et de fait, c'est un sujet national. Nous en aurons plusieurs témoignages, je pense, au cours de ce débat. Alors, j'inclus évidemment les dom-toms et je profite de cette prise de parole pour signaler d'emblée un dispositif méconnu et j'espère ainsi en faire la publicité, à savoir le Fonds d'aide aux échanges artistiques et culturels pour les Outre-mer. Compte tenu de l'éloignement géographique de ces territoires, en fait, ce fonds a été mis en place pour aider le financement du transport des artistes, de leurs œuvres, bref, pour favoriser les actions de création et de diffusion. Alors, je voulais aussi en introduction dire de quoi on parle lorsqu'on parle de l'artiste et donc de l'art contemporain, somme toute. Donc moi, je vais surtout parler de l'art contemporain, quand bien même le fait contemporain n'est pas exclu, évidemment. Et je voulais aussi indiquer qu'on a une césure chronologique qui varie un petit peu au niveau de l'État, puisque depuis de longues années maintenant, dans ses travaux d'observation, le service des musées de France considère que l'art contemporain englobe toute œuvre créée à partir de 1960, alors que nos collègues de la Direction générale de la création artistique fixent plutôt la césure à 1980. Donc il y a quand même une amplitude de 20 ans qui est en passe, je crois, de se résorber pour fixer le curseur in fine aux années 80. Pourquoi? Parce qu'elle coïncide avec vraiment, je ne vais pas dire l'explosion, ce serait vraiment excessif, mais vraiment l'art contemporain s'émancipe aussi à travers la création des FRAC, dont nous célébrons d'ailleurs les 40 ans. On perçoit l'émergence d'un certain nombre de musées d'art contemporain sur le territoire national. Et pour ainsi dire, à l'observation, on peut noter que dans les musées de société, c'est aussi une date importante, puisque de plus en plus, l'art contemporain y fait son entrée. Alors, je voulais aussi rappeler que sur un plan de politique nationale, c'est bien la DGCA donc, qui porte l'aide auprès des artistes vivants. Mais pas seulement, puisque nous-mêmes, à l'échelle de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, on les aide à travers le subventionnement des acquisitions. Et puis, j'ai envie de dire, un certain nombre d'entre vous aussi y participez lorsque vous invitez un artiste, quand vous le rétribuez pour son action, ou lorsque même vous engagez une politique d'acquisition en faveur de l'art contemporain. Alors, dans mon propos, j'évoquerai bien sûr les acquisitions, mais aussi les résidences d'artistes, les expositions temporaires, parfois labellisées d'intérêt national, les médiations et ateliers pédagogiques et toute forme d'événements culturels. Alors, si on en vient au cœur du sujet, et un petit peu pour lancer le débat, s'agit-il, les musées de société et l'artiste vivant, de demandes opposées appelées à ne pas se rencontrer? Évidemment, je pose la question de manière provocatrice et tel n'est pas le cas. Et je dirais même que la question de la place de l'artiste n'est évidemment pas nouvelle pour les musées de société. En revanche, ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est le fait qu'on en fasse un sujet de débat, d'étude et même d'observation.
Et avant de vous rejoindre, j'ai cherché justement ce qui existait en termes d'observatoire en la matière. Pour ainsi dire, il n'y en a pas. Par contre, je voulais attirer votre attention sur un article que vous pourrez retrouver facilement en ligne, que l'on doit à Rebecca Lemay-Perrault, dans la revue Muséologie au Québec, et qui pose la question des œuvres d'art contemporain dans les musées de société. Que nous disent-elles, ou éventuellement que ne disent-elles pas aussi? En tout cas, son étude se base à travers le prisme de 2 exemples régionaux québécois, mais qu'on pourrait tout à fait transposer, je crois, à l'échelle nationale. Alors, cette transversalité que nous allons donc acter d'emblée soulève forcément la question de la place de l'artiste, mais aussi des œuvres d'art contemporain dans un musée. Et par rapport à la question très pertinente que soulevait Fabrice tout à l'heure, faut-il l'inscrire au projet scientifique et culturel de l'établissement? Eh bien, j'ai envie de répondre d'emblée plutôt oui. Pourquoi? Parce que dans la mesure où un musée va commencer à s'ouvrir à l'art contemporain, un certain nombre de questions en découlent. Dans quel domaine s'engager? Dans quel récit? Dans quel lien entre le passé et le présent? Pour dire quoi? Pour apporter quel sens? Peut-être pour découvrir ou explorer quelle nouvelle voie? Et à ce titre, je pense que ça appelle à la fois une réflexion posée et approfondie. Et je ne vous cache pas que dans mon cas, lorsque j'examine notamment les dossiers d'acquisition de quelques musées que ce soit, je me pose toujours la question du lien avec le projet scientifique et culturel, qui, je le rappelle, est un document aujourd'hui réglementaire. Alors, on en aura un très bon exemple tout à l'heure à travers le musée alsacien, et je ne vais pas déflorer le sujet à présent, mais on en trouve d'autres. Donc, par exemple, je ne crois pas qu'elle participe ce matin, mais notre collègue Rachel Suto, qui dirige donc le musée pyrénéen à Lourdes, est en pleine réflexion en la matière, et elle pose, par exemple, dans son PSC, très clairement la question de la construction, de la représentation aussi du paysage pyrénéen jusqu'à son analyse à travers les créations contemporaines. En tout cas, c'est son ambition en ce moment. Je pense que ce qui est très important en tout cas, c'est de ne pas vouloir créer un événement en art contemporain avec un artiste parce que on considère qu'il faut le faire ou parce que voilà, ce serait un attendu qui s'imposerait d'emblée. Comme le disait Fabrice, on parle bien d'inclusion dans un projet global et il ne s'agit pas de plaquer un événement juste pour l'événementiel finalement. On est vraiment dans un travail plutôt, je pense, de moyen, voire de long terme lorsqu'on s'engage dans cette voie. On pourra bien sûr en débattre tout à l'heure. Alors, j'ai aussi cherché à vous donner des données génériques ce matin. Je disais, il n'y a pas vraiment d'observatoire et d'enquête, mais à l'échelle du service des musées de France, on a quand même quelques éléments à vous fournir et Bénédicte, le cas échéant, pourra compléter tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compté, la FEMS compte aujourd'hui environ 180 adhérents, qui ne sont d'ailleurs pas tous des musées de France, hein, j'en suis bien consciente. À côté de cela, si on s'intéresse à un autre réseau, qui est celui de Vidéo Muséum, on compte 67 adhérents. Sur ces 67 adhérents, 2 tiers sont des musées de France, et en tout cas, pas un seul n'est un musée de société. À ceci près, et il y a forcément une nuance, il existe au sein de cette association Vidéo Muséum le statut de membre associé et on peut constater, c'est plutôt heureux je crois, le fait que le MUSEM et le MNHI ont rejoint ce réseau, à la fois parce qu'ils conservent eux-mêmes des collections d'art contemporain, et par exemple, le MUSEM est devenu un lieu de référence en matière de street art, mais aussi parce qu'ils souhaitent rendre plus visibles ces collections et s'ouvrir à un réseau, Vidéo Muséum abritant principalement les musées d'art moderne et d'art contemporain, finalement pour favoriser une forme de porosité et de travail en lien avec ces autres établissements qui se réunissent régulièrement.
Alors, la vocation d'origine de Vidéomuséum, c'est de pouvoir créer une base de données qui fédère en fait toutes les collections d'art moderne et d'art contemporain sur le territoire national. Et c'est une excellente source d'information pour un chercheur, puisque malheureusement, sur la base nationale Joconde, qu'on appelle POP aujourd'hui, toutes les œuvres d'art contemporain n'y sont pas encore enregistrées aujourd'hui. Alors, si vous voulez, je pourrais développer tout à l'heure sur Vidéomuséum, mais ce n'est pas le propos ce matin. J'ai aussi été voir un petit peu les données des bilans des commissions d'acquisition, les CSRA. Donc, on a déjà un bilan établi au service des musées de France pour les années 2016 à 2018. Celui de 2019-2020 est en cours. Et ce qu'il ressort, en fait, c'est que les principales acquisitions, et donc ça vaut aussi pour les musées de société, se font dans le domaine de la photographie. Je pense que vous ne serez pas très surpris. Après, on peut se poser la question, pourquoi la photographie plutôt qu'un autre médium? Il y a sans doute pas mal d'explications. Le fait que ce soit souvent plus accessible financièrement parlant, le fait sans doute aussi que ce soit plus simple à conserver, ça prend un peu moins de place de manière très pratique. Et puis, il y a peut-être une forme de logique naturelle qui est là, puisque les musées de société conservent déjà souvent des fonds de photographie importants, et c'est une forme de continuum qui s'instaure alors. Par ailleurs, je voulais vous dire que 80% des acquisitions des musées de France concernent le XXe siècle et le XXIe siècle. Donc, d'une certaine façon, ce prisme abrite aussi les musées de société qui, à leur manière, peuvent alimenter cette politique d'acquisition, comme je le disais en introduction. Alors maintenant, si j'en viens au sujet des expositions temporaires, il y aurait bien des exemples à donner et je m'excuse de ne pas pouvoir tous les citer. Mais par exemple, préparant cette intervention avec Bénédicte, elle me rappelait très justement que le compas à Chartres, et je crois que c'est important d'en parler, avait fait une exposition très intéressante fin 2017-2018 sur la fin des paysans, un petit peu en requestionnant finalement les propos du sociologue Henri Madras. Et à ce moment-là, posant la question de ce métier en pleine évolution et plutôt pluriel sur le territoire national, avaient été invités plusieurs artistes comme témoins finalement de cette réalité quotidienne. Alors, on avait les plus grands noms qui étaient invités, comme par exemple Raymond Depardon, et puis aussi Nadège Abadi, par exemple, de l'agence Signature. Donc, tous les deux sont plutôt photographes, mais on avait aussi le plasticien, par exemple, Laurent Lacotte, et même le dessinateur satirique Gab, qui présentaient leur création. De même, on peut dire à travers les expositions que la présence de l'artiste permet au musée de société très souvent d'interroger le lien avec le territoire, de le mettre en avant, de le regarder autrement, d'innerver aussi l'action du musée sur un territoire qui dépasse évidemment l'enceinte du musée. Et à ce titre, on peut donner par exemple l'exemple du musée des Vallées Cévenol, qui en 2018 encore avait organisé cette exposition Cévennes étoilée avec la photographe Carole Reboul. Et donc, cette intervention de l'artiste n'était pas pensée par hasard, évidemment. En fait, il se trouvait qu'une labellisation venait d'être obtenue pour la réserve internationale de ciel étoilé dans cette partie du territoire français. Et sans doute que la sensibilité et la poésie du regard de Carole Reboul entraient en phase d'une certaine manière avec cette labellisation. Alors, j'ai aussi en tête un souvenir breton, excusez-moi, mais je ne saurais oublier les bons exemples bretons. Et Céline pourra en reparler aussi le cas échéant. Charles Frégé avait été invité en résidence à Guingamp à partir de 2011. Et il s'était particulièrement intéressé aux coiffes et costumes bretons. Alors, je ne vous cache pas qu'il y en a quantité, mais il avait eu le mérite d'être très curieux de ce qu'elle signifiait géographiquement parlant, historiquement parlant. Et donc, il avait comme ça recensé une cinquantaine de coiffes et fait poser des Bretonnes pour en fait montrer la variété et surtout
j'ai envie de dire, la prégnance contemporaine du port de la coiffe et du costume pour faire vivre la tradition, mais aussi la réinventer. Et donc, on apprenait à ce moment-là, dans les expositions qui étaient présentées à la fois au Musée de Bretagne, mais aussi au Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, ainsi qu'au Musée Bigoudin de Pont-l'Abbé, qu'il y avait des traditions bien vivaces portées par les cercles celtiques, mais aussi, en fait, l'artiste Charles Frégé avait alimenté sa réflexion à partir des fonds de cartes postales conservés par ces mêmes musées, ou bien encore à partir des œuvres de l'école de Pont-Aven. Et puis, en termes d'exposition, on note aussi des collaborations qui sont là avec les institutions, peut-être entre guillemets plus légitimes ou plus repérées, je dirais, de l'art moderne ou de l'art contemporain. Et en ce moment, il est possible de voir à Paris, au MNHI, l'exposition Ceux qui s'oublient et ceux qui restent, qui est donc organisée en partenariat avec le Musée d'art contemporain africain de Marrakech. Enfin, se pose la question des résidences en musée de société. On en a un certain nombre là encore sur différentes parties du territoire. Alors, à titre d'illustration, on peut donner l'exemple du musée de l'Atelier du sel en Corrèze, qui organise déjà depuis 8 ans une résidence annuelle avec un appel à projet pour un artiste lithographe. Je trouve que cette démarche mérite d'être soulignée parce que de vous à moi, il n'y a pas tellement de commandes en matière de lithographie aujourd'hui sur le territoire national. Et finalement, c'est grâce à un musée de société que cette commande voit le jour. Donc, comme quoi, on a tout à gagner à ces rapprochements entre les instances, entre les institutions. Et là encore, les résidences d'artistes permettent de penser un projet sur un plus long terme et parfois aussi sur un territoire assez étendu. Donc, on peut donner par exemple le cas du musée de la Camargue, avec Estelle Rouquette à sa tête, qui invite régulièrement des artistes contemporains. Donc, récemment, Tadashi Kawamata, qui permet en fait de poser la question des enjeux de l'eau dans le delta du Rhône. Donc, je me permets de rappeler à ce titre, si vous avez envie ou si vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'organiser des résidences, que vous pouvez vous tourner vers les conseillers musées, mais aussi les conseillers arts plastiques en DRAC, qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche. Et alors, c'est justement le sens que je voulais donner au terme de mon intervention. On voit que toutes formes d'action peuvent être envisagées et organisées, et c'est déjà le cas dans nos musées de société, mais il y a quand même quelques précautions dont il faut être tout à fait conscient. Quand on se lance dans un projet avec un artiste, il y a un certain nombre de données qu'il faut avoir en tête. Alors, j'espère ne pas enfoncer des portes ouvertes, mais le respect des droits d'auteur, des droits de reproduction et de représentation, c'est une donnée, bien entendu, à prendre en compte et aussi à intégrer dans les budgets préparatoires pour éviter les mauvaises surprises en fin de projet. La DAGP, évidemment, pour le droit et la rémunération des artistes. J'ai aussi envie d'évoquer les protocoles en art contemporain par rapport notamment aux installations. On a besoin de protocoles pour installer l'œuvre, le cas échéant la désinstaller, mais aussi des protocoles en termes de restauration. Et alors, vous pourrez remarquer, le service des musées de France a mis en place pour les CACRA un nouveau formulaire d'acquisition qui a été justement particulièrement retravaillé avec nos collègues de la direction des collections, la sous-direction des collections, sur ce point particulier des protocoles. En fait, ça permet à nos collègues, lorsqu'ils présentent un projet d'acquisition, de se poser toutes les questions fondamentales pour éviter les mauvaises surprises d'après. Il ne s'agit pas de décourager, mais d'encourager la démarche d'accueil des artistes vivants. Et puis, on a aussi le cas de figure de la commande publique. Alors, à ce stade, je l'ai juste évoqué. Alors, il y a le cas spécifique du 1% artistique qui est obligatoire pour les musées nationaux dans le cadre de leurs opérations d'investissement. C'est une démarche qui est facultative pour les autres musées. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DGCA si vous avez envie d'engager une démarche 1%. Et aujourd'hui, vous avez en ligne sur le site du ministère un guide à disposition tant pour le 1% que la commande publique en général.
Et le ministère vous encourage en tout état de cause à passer des appels à projets. Il ne s'agit pas de se faire, je dis les choses très franchement, mais il ne s'agit pas de se faire imposer un artiste dans un musée ou un territoire donné. Il faut faire un vrai choix qui, là encore, fait sens avec l'identité globale de votre musée. Donc, l'avantage d'un appel à projet, c'est que vous posez les termes de la commande de manière réfléchie, en équipe, de manière concertée, le cas échéant avec vos élus ou responsables d'associations. Et ensuite, vous fixez une enveloppe et des délais de réalisation. Les délais d'exécution ne sont pas neutres en création contemporaine. Et en résidence d'artiste, je disais qu'il existe des conseils possibles auprès des DRAC, auprès des FRAC aussi. Il ne faut pas fonctionner en silo, hein, mais au contraire s'ouvrir à toutes les institutions présentes sur votre territoire qui ont l'habitude de ces pratiques. Et de même, se pose la question de l'invitation de l'artiste dans le cadre d'actions de médiation. Donc, je crois qu'il faut être tout à fait clair. Un artiste n'est pas un médiateur culturel. Médiateur culturel, c'est un métier en soi qu'on ne peut pas transférer comme ça à un artiste. C'est autre chose. L'invitation de l'artiste en ce cas, c'est une action qui est co-construite avec les médiateurs culturels, le cas échéant avec les responsables scientifiques, mais ça ne se substitue pas. On parle d'une autre action. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que accueillir un artiste dans un musée de société, ça n'est pas évident. Ça peut même être parfois un pari risqué. Mais je crois qu'au vu des exemples donnés, et puis on a la chance d'en avoir d'autres qui interviennent juste après, eh bien, je crois que c'est vraiment une démarche extrêmement pertinente parce que ça permet de réinterroger complètement la vie du musée en équipe, mais aussi d'interroger les fonds déjà conservés, définir les axes d'une nouvelle politique d'acquisition, le cas échéant, et globalement de s'inscrire dans une politique nationale qui permet de travailler en réseau et non pas en silo. Merci beaucoup. Merci. Du coup, merci beaucoup. Je crois il y a énormément de questions qui sont pointées et le débat sera riche. Mais on va du coup passer à l'intervention suivante sans plus attendre pour tenir aussi nos délais. Donc nous allons du côté de l'Alsace et puis c'est Marie donc qui vient partager pour le musée alsacien ses pratiques et ses retours d'expérience. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Fabrice pour cette introduction. Merci aussi Estelle, parce que nous ne nous étions pas concertés. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne. Enfin, je pense que vous le verrez, ça fonctionne bien puisque effectivement, je vais vous proposer un certain nombre d'illustrations finalement de ce qui vient de vous être exposé donc à l'aune du cas du musée alsacien. Alors, je vais tout de suite lancer le partage. Non, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne sais pas si... Voilà, vous devez... Alors, je vais le passer en mode diaporama. Voilà, vous l'avez à l'écran normalement? Oui. Oui, d'accord, parfait. Voilà, donc effectivement, la question de l'artiste ou des artistes au musée alsacien, donc c'est une question qui n'est pas fondamentalement neuve, même si effectivement là, et je vais y revenir à l'aune du projet scientifique et culturel, elle acquiert une dimension différente. Donc, je voulais d'abord un petit peu parler des origines et du pourquoi de cette démarche. En fait, déjà dès 2014, donc il y a 7 ans de cela, il y avait déjà une action assez... très intéressante, et je le dis d'autant plus facilement et volontiers qu'à l'époque, je n'étais pas au musée, qui a été menée autour du design, avec un projet d'exposition qui s'appelait Réminiscence, Design Alsace Tradition, qui avait pour objectif de faire se rencontrer les designers du territoire alsacien, qui sont très nombreux, le musée, et ses collections, mais aussi des élèves des lycées professionnels, pour pouvoir vraiment les associer et donc de réfléchir ensemble à partir des objets
des collections traditionnelles, enfin des objets de la collection du musée, notamment mobilier, objets de la vie courante, de les interroger dans leurs usages, dans leurs formes et d'en proposer un regard contemporain. Et donc avec un échange qui avait été effectué entre l'équipe du musée, les designers qui proposaient des orientations et des élèves de lycées professionnels qui en proposaient donc des réalisations. Et tout cela a donné lieu à une exposition donc en 2014 au musée. Par ailleurs, c'est aussi quelque chose qui a compté dans notre réflexion, nous avons des liens historiques très anciens entre le musée et ce qu'on appelle aujourd'hui la Haute École des Arts du Rhin, la HIR, qui est l'ancienne école d'art décoratif de Strasbourg. Et quand je parle de liens très anciens, c'est un lien qui est centenaire. Hein, donc voilà, donc il y a vraiment des habitudes aussi de travail qui va se traduire par plein d'aspects sur lesquels je pourrais revenir ou lors de nos échanges tout à l'heure. Mais plus récemment, effectivement, nous avons fait le choix, et c'est ce qu'exposait Estelle à l'instant, nous avons fait le choix de faire de la question de l'art contemporain et des artistes, de la place de l'artiste contemporain dans le musée, un des axes structurants de notre projet scientifique et culturel. Et cela à plusieurs titres. Donc, le regard de l'artiste, en fait, comme effectivement un moyen d'aborder le contemporain dans ses différents aspects, et également, là je réponds aussi à ce que disait Fabrice, un moyen aussi de renouveler notre public ou de faire plutôt se croiser différents types de publics, mais aussi faire du musée un espace accueillant pour les acteurs culturels et artistiques en Alsace, du territoire, même si évidemment, vous le verrez dans notre proposition, il n'est absolument pas question de se limiter aux artistes alsaciens. Ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis enfin, dernier aspect, faire se rencontrer artistes et publics lors d'événements sur lesquels, voilà, ce sur quoi, enfin, je terminerai quasiment ma présentation avec ça, un dernier point, peut-être plus pragmatique que je livrerai ensuite à votre réflexion. Alors, la question du regard de l'artiste. Il ne s'agit pas évidemment il s'agit plutôt de poser bien entendu des cadres, c'est-à-dire qu'attend-on en fait de la présence d'une œuvre d'un artiste, qu'attend-on de la présence d'un artiste au sein du musée. Donc nous, il y avait plusieurs éléments. Effectivement, donc c'est une approche anthropologique de l'art qui nous intéresse, à la fois effectivement l'œuvre d'art comme objet anthropologique en quelque sorte, mais là c'est peut-être moins le cas pour les artistes contemporains, mais également à une démarche qui est souvent ethnologique, voire anthropologique de certains artistes, qui est un élément vraiment qui nous intéresse. Et là, à ce titre, donc là je vous donne des éléments, alors malheureusement ça ne lui rend pas vraiment hommage à cette œuvre qui est très intéressante, mais qui est une installation, donc c'est toujours un petit peu compliqué à montrer dans un PowerPoint, surtout que c'est une installation complètement immersive, hein. Il y a également beaucoup d'audio, donc qui est d'une jeune artiste qui aujourd'hui travaille à Vassivière en Limousin, qui s'appelle Marilyn Freliger, et qui nous a proposé, qui en a fait l'acquisition d'une œuvre en 2019, échelle Mastab Scala, qui est en fait tout un travail qu'elle a mené autour d'une pratique encore bien vivante en Alsace, mais également dans tout le courant rhéno-rhodanien, d'où le titre de l'œuvre à la fois en français, en allemand et en italien, qui est la pratique, alors en Alsace on l'appelle comme ça, du Schiveslave, en fait, qui est une pratique pré-chrétienne, en fait, qui est un rite de fin d'hiver, voilà, et qui est encore pratiqué dans un certain nombre de villages, notamment en Alsace du Nord. Donc, elle a fait ce travail-là vraiment en se posant la question de la relation de l'individu et de cette pratique-là en fait, à tout ce qui nous transcende, à l'univers, de la relation de l'individu à l'univers, avec un travail photographique, hein, dont vous voyez quelques éléments, et là, pour le coup, assez ethnographique. Donc, elle a travaillé plusieurs mois au sein d'un des villages qui pratiquent le Schiveslave, donc à Hofwiller, dans l'Alsace du Nord. Et elle a fait un travail également de collecte orale, donc, voilà, qui a permis aussi la réalisation d'une œuvre en audio. Et voilà, donc c'est vraiment tout un ensemble
Et cela nous semblait intéressant parce que nous avons, nous, des éléments qui témoignent de cette pratique du Shiva-Shlab dans nos collections et dans nos collections anciennes, puisque ce sont des pièces qui sont rentrées au musée dans les années 20-30. Et avec cette œuvre d'art, c'est montrer en fait toute la contemporanéité de cette pratique, une pratique qui existe donc toujours, mais également avec ce regard analytique, subjectif aussi, comme le disait Fabrice tout à l'heure, de l'artiste sur cette pratique. Un autre aspect et un autre exemple, voilà, c'est un travail alors photographique, mais également un travail d'écriture qui a été conduit par deux artistes, Baptiste Cogitor, qui est écrivain et documentariste, et le photographe Pascal Koenig, et une série donc, qui s'appelle Les Gardiens des lieux, dont vous avez ici deux extraits, donc chaque fois des photographies en diptyque, un portrait et un lieu. Je vais vous expliquer dans un instant ce dont il s'agit, et dont nous venons de faire l'acquisition de 6 diptyques, avec le texte et l'audio. Je vous en parlerai dans un instant. Donc, Les Gardiens des lieux, une œuvre réalisée en 2011-2012 et que nous avons acquise là tout récemment. Voilà, et qui va rentrer, enfin, qui est en train de rentrer dans nos collections. C'est un travail qui a été conduit donc, par ces deux artistes sur la question du souvenir du judaïsme alsacien, donc un judaïsme très présent traditionnellement en Alsace, un judaïsme rural, présent dès le Xe siècle et qui était déjà en déclin au XIXe siècle et qui, bien entendu, malheureusement, évidemment, a été complètement anéanti par la Shoah. Et leur travail a consisté à s'interroger sur ces traces de ce judaïsme et finalement de cette absence aujourd'hui, puisque s'il y a encore d'importantes communautés juives en Alsace, aujourd'hui elles sont quasi exclusivement urbaines et non plus rurales. Et ce qu'il reste finalement de cette histoire, ce sont des cimetières, ce sont des synagogues. Et les deux artistes finalement ont traversé toute l'Alsace pour prendre en photographie ces synagogues, donc qui pour une grande partie ont été remployées avec des usages très très divers. Là, vous avez ici un exemple avec une synagogue qui a été remployée à Momenheim et qui a été remployée comme garage et avec la propriétaire. Et chaque fois, donc, c'est évoquer le lien entre ce propriétaire, ce lieu, cette histoire, et comment finalement, d'une certaine manière, même si l'usage, comme vous le voyez là, est très éloigné de l'usage originel, et bien finalement, il y a quand même une forme de mémoire qui se maintient. Pardon. Voilà, et dernier, avant d'aborder mon deuxième point, tous ces liens, évidemment, tous ces projets d'acquisition, puisque là je vous parle d'œuvres qui ont été acquises, sont bien entendu en lien avec les axes de recherche que nous avons posés et développés dans notre projet scientifique et culturel. Voilà, donc finalement, au même titre que n'importe quelle œuvre, qu'elle soit contemporaine, d'œuvres plus anciennes ou même de pièces non artistiques que nous ferions entrer dans les collections, voilà, comme on le disait, il ne s'agit pas du tout de plaquer des œuvres sur le musée. On démontre bien l'intérêt que cette œuvre va avoir par rapport aux propos que nous souhaitons développer. Et voilà, et pourquoi finalement ce regard contemporain est un plus par rapport à voilà, peut-être des collections plus courantes, qu'on pourrait imaginer plus courantes dans un musée de société. Excusez-moi. Alors, autre aspect, accompagner la création. Alors, sur ce point-là, en fait, il s'agit aussi pour nous, finalement, de renouer avec l'histoire du musée alsacien. C'est un point sur lequel on a pas mal insisté dans notre PSC, c'est-à-dire que le musée alsacien qui a été créé au tout début du XXe siècle, en 1902, c'était un musée privé, c'était une société créée par des intellectuels, par des érudits, mais également par plusieurs artistes. Et les liens, du coup, entre le musée et le cercle de Saint-Léonard, qui était un cercle d'artistes voilà, très, très actifs au tournant des 19e et du 20e siècle en Alsace, qui voulait mettre en avant le lien entre tradition et création, voilà, selon une approche qui était assez largement développée à ce moment-là en Europe. Et pour ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition folklore, était bien mis en avant, en tout cas dans la première section
du parcours. Donc, c'était le cas en Alsace. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de renouer avec cette histoire, avec peut-être l'un des plus illustres de nos membres fondateurs, qui était l'artiste Charles Spindler, qui avait des liens très étroits avec le Werkbund allemand, qui lui aussi voulait, le Werkbund, qui voulait vraiment lier tradition, création, voilà, et finalement partage auprès du plus grand nombre. C'est aussi un aspect important sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment aussi un axe transversal fort. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition nos ressources, nos collections pour les artistes lorsqu'ils travaillent sur le territoire alsacien, et nous en recevons régulièrement, nous accompagnons, nous leur offrons l'accès à nos réserves, à notre documentation, souvent beaucoup d'échanges. Voilà, et c'est quelque chose qui tend à se développer. Voilà, puisque ça commence à se faire savoir. Il y a aussi un soutien, alors là, pour des actions qui sont plus larges en fait que celles uniquement portées par le musée alsacien, puisque au sein il y a une association qui s'appelle la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg, qui soutient l'ensemble du réseau des musées de la ville de Strasbourg et qui annuellement propose un prix auprès de jeunes artistes, des artistes de moins de 35 ans. Ça s'appelle le prix Théophile Schuler, en lien avec un artiste qui avait fait un don à cette société justement pour aider les jeunes artistes à la fin du 19e siècle. Et donc, il y a 3 musées qui sont membres de ce jury. Le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, le Musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration, et maintenant, depuis 4 ans, le Musée alsacien. Voilà, pour ce regard entre l'artiste et cette volonté d'établir un lien entre le regard de l'artiste et le territoire. Et puis plus récemment, je souhaitais aussi vous parler du fonds de l'Eurométropole de Strasbourg dans le contexte de la crise Covid, puisque l'année dernière, et c'est quelque chose qui va sans doute être appelé à se renouveler cette année également, mettre en place un fonds de soutien aux artistes dans le contexte de la crise sanitaire. Alors là, il s'agit bien entendu d'artistes qui ont un lien avec le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, soit qu'ils y travaillent, soit qu'ils y ont étudié, soit qu'ils y résident. Voilà. Et nous sommes invités à faire des propositions d'acquisition pour enrichir nos collections. Alors là, voilà, je vais vous montrer un exemple d'une pièce qui est rentrée dans nos collections par ce biais-là. Alors, finalement, il s'agit d'un dépôt et non pas d'un don, mais voilà, c'est une acquisition de l'Eurométropole de Strasbourg dans ce cadre-là, et comme les musées ne relèvent pas de l'Eurométropole, mais de la ville de Strasbourg, c'est finalement un dépôt, ce qui ne sera sans doute pas le cas cette année. Cette année, ça rentrera vraiment directement dans nos collections. Et là, donc, c'est un ensemble de 10 vidéos de deux jeunes femmes, Marie Prunier et Sonia Verguet, qui ont constitué un collectif qui s'appelle Renani, et qui font dialoguer en fait des images typiques de l'Alsace avec un regard quelquefois un peu plus décalé, ou voilà, des œuvres, voilà, des œuvres ou des objets que l'on n'associerait pas nécessairement à l'Alsace, mais par un jeu en fait d'association d'idées. Elle montre tout le lien et invite ainsi à regarder de manière différente ce territoire. Alors je vous ai pas mis la vidéo parce que je sais qu'avec en visio et en partage d'écran, souvent ça ne fonctionne pas, et quand ça fonctionne, souvent on n'a pas bien le son. Voilà, or le son est très important pour cette vidéo. J'ai préféré plutôt vous mettre faire une capture d'écran, et où on voit en fait voilà, les ballons vosgiens et des kuglop qui sont en train de cuire. Vous reconnaissez les moules, et finalement la pâte se lève et redescend au rythme de la musique. Et voilà, donc ça regard un petit peu décalé. Et ces 10 vidéos, voilà, là elles sont en train de ponctuer, puisque l'idée avec les artistes, c'est qu'elles arrivent progressivement, qu'on ne les mette pas toutes en même temps. Donc voilà, avec la fermeture prolongée, tout cela a été un peu décalé, mais petit à petit, donc elles sont là en train d'être mises en place pour ponctuer notre parcours, toujours en lien avec les collections évidemment, et voilà, proposer ce regard un petit peu décalé, ou réinterroger en fait finalement ce territoire, parce que c'est vraiment bien ça l'enjeu. Et puis enfin, donc Estelle parlait des résidences et parlait même de Charles Frégé. Eh bien, nous accueillons en résidence Charles Frégé pour une résidence très longue, parce que c'est quand même une résidence de 4 ans. Pour une résidence qui prend le nom, voilà, c'est quelque chose dont on a discuté il y a quelques temps avec Charles, de Souvenirs d'Alsace,
où il réinterroge l'image de l'Alsace entre France et Allemagne au tournant des 19e et du début du 20e siècle. Et par-delà cela, toute la question du nationalisme, hein, enfin voilà, l'Alsace comme objet de tension entre 1871 et 1914, jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une résidence sur 4 ans qui va donner lieu à une exposition programmée pour l'automne 2022. Mais voilà, nous avons souhaité, puisque voilà, on a quand même une vision maintenant très très précise de l'ensemble des œuvres qui vont être produites dans le cadre de cette résidence, on a souhaité également accompagner l'artiste en procédant d'ores et déjà à des acquisitions. Et vous en avez ici un exemple avec une assiette, donc il y a une série de 10 assiettes, hein, on a acheté la série entière, mais je préférais vous en mettre une en gros plan tellement elles sont belles, plutôt que de mettre l'ensemble sans qu'on puisse trop voir. Enfin, je pense que ça aurait un petit peu desservi les pièces qui sont de très belle qualité et donc qui sont des photographies dont l'artiste a fait réaliser ensuite des chromos et qui ont été réalisées sur assiette, hein, voilà comme on le faisait traditionnellement, et ça se fait encore dans dans des entreprises de fabrication de céramique. Et donc en fait par-delà, voilà ce que je vous disais, ce lien entre cette question où il interroge l'Alsace entre France et Allemagne, qui va être un des aspects très forts du futur parcours du musée à l'issue du PSC, hein, qui est la construction de l'image de l'Alsace depuis le début du 19e jusqu'à nos jours. Et avec cette période-là, hein, voilà, de crispation entre France et Allemagne, voilà, ce territoire qui est ballotté entre ces deux pays, entre la seconde moitié du 19e et le milieu du 20e siècle. Donc voilà, les œuvres de Charles Frégé ont tout à fait vocation à y être présentées de manière permanente, puisque là, pour le coup, voilà, ces assiettes, on a moins soumis à ce problème de rotation que pour des photos. Puisque là, voilà, la photo est vraiment complètement prise dans la céramique, puisqu'elle est cuite ainsi. Et par-delà, en fait, cette question-là et ce lien avec le musée, c'est même plus globalement un travail qu'effectue l'artiste et dans lequel on l'accompagne. Hein, c'est aussi un gros investissement pour l'ensemble de l'équipe du musée sur le territoire. C'est-à-dire qu'on associe à ce projet un certain nombre d'autres musées du territoire. Je parlais de... Enfin voilà, je pense par exemple au musée de la céramique à Sarreguemines, des acteurs locaux, qu'ils soient artisans, voilà, des entreprises locales. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire vivre cette résidence sur l'ensemble du territoire. C'est une résidence très conséquente, à la fois en temps, en budget et en investissement. Et nous sommes associés pour la mener à bien à la Chambre, qui est en fait un espace de formation et d'exposition spécialisée en photographie à Strasbourg. Donc là aussi, ça nous semblait vraiment très important de ne pas travailler de manière seule sur un projet de cette ampleur, mais vraiment aussi avec une structure qui avait l'habitude d'une part de conduire des projets de résidence, puisque c'est la première résidence que nous organisons au musée, et également voilà, de travailler avec des artistes contemporains dans le cadre de commandes ou de projets similaires. Voilà, et puis autre aspect aussi, c'est faire se rencontrer le public et les artistes. Voilà, puisque Estelle le disait, hein, l'artiste peut également intervenir dans des projets de médiation, même si, et là je la rejoins complètement, il n'a pas du tout vocation à se retrouver à la place du médiateur. C'est vraiment un projet global qui est construit ensemble. Et là, je voulais vous en donner 2 exemples avec le projet, alors qui est pour l'instant toujours un titre de travail, hein, qui s'appelle le projet Babel Aigle, où on a travaillé avec un collège qui s'appelle le collège Aigle, le musée alsacien, le service éducatif du musée alsacien, et puis un photographe qui s'appelle Dominique Pichard, où on a fait travailler donc, les élèves sur la notion d'objet, bavard, l'objet qui permet de se raconter. Voilà, et puis donc on est parti des collections du musée, de leur expliquer un petit peu voilà, comment à partir d'objets qui comme ça au premier abord pouvaient sembler anodins, finalement pouvaient tirer beaucoup de fils, donner beaucoup d'éléments. Et puis ensuite ils ont fait tout un travail avec le photographe, avec nos médiateurs, sur comment mettre en scène un objet, comment lui permettre de lui faire dire des choses. Alors malheureusement, ce projet a été très impacté par la crise sanitaire, hein, donc ils n'ont pas pu retourner au musée pendant voilà, vraiment au moment où ils étaient peut-être vraiment dans la phase de production avec le photographe, hein, ils y sont allés avant. Le médiateur, par contre, a pu venir
Et donc, voilà, donc là, vous en avez à droite des panneaux qui vont présenter le résultat de ce travail et qu'on va pouvoir exposer à la fin du mois de juin. Mais qui malheureusement ne présente pas autant de pièces du musée voilà, qu'on aurait pu le souhaiter. Bon. Et puis un autre projet aussi, et là je vais peut-être un petit peu au-delà des artistes dans le domaine des arts visuels, mais parler également des artistes, qu'ils soient comédiens, acteurs, interprètes, auteurs, avec un projet vidéo que l'on a mené qui s'appelle Les Seniors à l'œuvre, puisque là, ça nous semblait aussi intéressant de travailler en fait sur des projets avec des artistes pour quelquefois faire changer le regard. C'est un projet vidéo donc, qui a donné lieu à 2 vidéos. Là, c'est pareil, vous avez une capture d'écran de l'une de ces vidéos, mais si vous voulez la voir, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube des musées de Strasbourg où elle est visible, et puis bien prochainement dans le parcours du musée aussi, et qui s'appelle Flamme à l'âme, et qui a été conduit alors par le musée et le service éducatif, 2 EHPAD, hein, l'EHPAD Ma Maison et l'EHPAD Bethléem, et puis une compagnie d'artistes, hein, La Toile des Deux Mains, et qui a associé donc des résidents des EHPAD, mais parmi ces résidents également des résidents atteints d'Alzheimer, voilà, donc des publics auxquels on dit voilà, a priori on pourrait difficilement faire quelque chose, a fortiori compte tenu du contexte actuel, mais qui malgré tout, hein, voilà, en prenant bien entendu toutes les précautions, ça a été vraiment un travail conséquent et puis une sorte de gageure pour l'ensemble des équipes. On a pu voilà, mener à bien ce projet vidéo et voilà, je vous invite vraiment à voir parce que c'est vraiment quelque chose de très beau où on associe en fait les souvenirs en fait des résidents, des échanges de paroles, leur regard sur certains objets de la collection, avec également des chants, hein, voilà, qu'ils croisent, un texte lu, mais qui s'inspire en fait d'échanges que les comédiens et les médiateurs ont pu avoir avec les résidents des EHPAD. Donc vraiment pour nous, l'artiste est aussi un moyen de faire se rencontrer le public et le musée. Et puis voilà, puis aussi un petit clin d'œil en boutique aussi, hein, puisque là aussi c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est-à-dire que moi j'ai souhaité que plutôt qu'en boutique ou du moins de manière moins exclusive, on ait voilà, alors des goodies voilà, à partir de nos collections de musées qui sont fabriquées en Chine et pas forcément toujours très qualitatifs. On a la chance d'avoir un grand nombre de jeunes designers sur notre territoire. Hein. Alors là, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais on a aussi des projets là qui sont en train de se mettre en place avec un collectif de designers qui s'appelle IDE, présent sur tout le Grand Est, mais tout particulièrement parce qu'il était historiquement plutôt implanté en Alsace, mais également donc, en boutique. Voilà, on accueille régulièrement de jeunes designers qui peuvent proposer à la vente un certain nombre de produits. Donc là, c'est le cas par exemple d'Harmonie Bégon, donc, qui est une toute jeune designeuse qui a, je ne suis même pas certaine qu'elle ait 30 ans ou à peine, et qui a réalisé tout un travail autour de la céramique en travaillant avec un céramiste de Soufflenheim, en fait, hein, donc qui est un des sites de production traditionnelle de céramque en Alsace, en terre vernissée. Et voilà, donc elle s'est inspirée des formes traditionnelles et puis elle a voilà, voir comment aujourd'hui, dans nos usages actuels, quelle forme donner, quelle couleur, voilà. Et ce sont des pièces qui ne sont pas trop onéreuses et donc on les propose à la vente en boutique et elles rencontrent un certain succès. Alors peut-être juste, avant de terminer cette présentation, je voulais partager avec vous un certain nombre d'interrogations. Justement, quelles questions pose la présence de l'artiste dans nos musées de société? En tout cas, les questions auxquelles nous nous sommes posés ou nous avons été confrontés. J'ai beaucoup parlé de pièces qui rentraient dans nos collections. Ça, c'est effectivement, ça n'avait pas été le cas jusqu'à récemment. Notre première proposition d'acquisition, elle date de 2018. Donc finalement, c'est assez récent. Donc c'est la pièce, c'est l'œuvre que vous avez là sous les yeux, hein, d'Étienne Hubert, HVK 1918-2018. Donc HVK, c'est Hartmann Willerkopf, hein, qui est un des hauts lieux de mémoire, enfin un site hein, de la Première Guerre mondiale. Donc qui est une marqueterie et vidéo. Donc là, vous ne le voyez pas, la photo, c'est pareil, on le devine à peine. Donc vous avez une grande marqueterie et sur laquelle est projetée une vidéo. La marqueterie, en fait, représente le champ de bataille en 1918 et est projetée dessus la vidéo qui représente exactement ce même lieu dont la topographie en code, enfin voilà, c'est logiquement a très peu changé, même si petit à petit, évidemment, la forêt a repris ses droits.
Et lorsqu'on a une surimposition des deux, on voit un paysage enneigé. Alors là, vous ne le voyez pas évidemment puisque là, l'image est fixe, mais on voit les flocons tomber. Et puis, régulièrement, la vidéo s'interrompt et donc on a finalement voilà, ce paysage de guerre qui vous saute en quelque sorte à la figure sur cette très grande marqueterie qui fait 1,80 m de large. Et donc, nous avons présenté cette marqueterie à la commission scientifique régionale d'acquisition en 2018, peut-être un peu naïvement, en y allant, voilà, comme ça, expliquant que pour nous, ça avait vraiment du sens, puisque dans le parcours du musée, nous souhaitions interroger les questions de mémoire et de souvenir, et qu'à ce titre-là, la notion de lieu de mémoire, pour nous, est extrêmement importante. Le Hartmann-Willerkopf, voilà, au lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale, en Alsace, pour nous, c'était tout à fait pertinent. Et je pense que nous n'avions peut-être pas fait suffisamment de pédagogie en amont, ou voilà, nous étions peut-être pas nous suffisamment avancés dans notre réflexion pour l'avoir partagé en amont avec la commission, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'interrogations, d'avis réservés. Et à l'issue de cela, en fait, la conseillère musée a proposé d'organiser une visite de la commission scientifique régionale d'acquisition au musée alsacien pour pouvoir présenter en fait ces échanges, voilà, présenter nos démarches par rapport à l'art contemporain, la manière dont on envisageait de le faire entrer au musée et ce qu'on en attendait en quelque sorte. Et voilà, donc alors, on est nous aussi plus avancés. On a eu également des échanges avec Bénédicte et Estelle à la suite de ça aussi, voilà, pour expliquer voilà, quelle était notre démarche. Et je pense que ce travail de pédagogie est vraiment important parce que finalement, aujourd'hui, ça se passe globalement bien. Voilà, l'exemple que vous avez... j'ai deux exemples en fait, les gardiens des lieux et les assiettes de Charles Frégé qui ont été présentées lors de la dernière commission scientifique, enfin la dernière CSRA, ont reçu un avis favorable à l'unanimité. Voilà, donc autre aspect aussi, les questions que ça a pu soulever à l'échelle du réseau des musées de la ville de Strasbourg, puisque nous sommes membres d'un réseau de 11 institutions muséales, au sein de laquelle il y a 2 institutions qui, dont voilà, qui par essence ont vocation à s'intéresser à l'art contemporain, c'est le MAMS et le musée Tomium-Guirer. Et c'est vrai que voilà, notre démarche a suscité quelques interrogations de la part de nos collègues, en disant mais finalement est-ce que ça va pas être redondant par rapport à ce que font justement le MAMS et le musée Tomium-Guirer, quelle plus-value vous allez apporter, quel regard vous allez porter, voilà. Et là aussi donc on a été vraiment soutenu par notre directeur, le directeur des musées de Strasbourg, Paul Lang, qui voilà, était vraiment sensible à notre démarche. Et puis voilà, maintenant, ça, au contraire, en fait, aussi avec ce travail de pédagogie, on travaille vraiment en bonne intelligence avec nos collègues. Et puis enfin, et là je reboucle avec aussi ce que disait Estelle à propos de Vidéo Muséum, c'est aussi cette question que nous sommes posées, c'est finalement quelle visibilité offrons-nous aux artistes au sein de nos collections. Nous ne sommes pas un musée identifié, étiqueté comme étant lié à la création contemporaine, du moins pas encore. Voilà, donc est-ce que finalement le fait que les collections les artistes soient présents dans nos collections, est-ce que ça ne peut pas finalement leur porter en quelque sorte préjudice dans la mesure où ils seraient moins visibles que si cette même pièce était dans un musée d'art moderne ou un FRAC ou voilà. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous allons suivre l'exemple du MUSEM et du MNHI en proposant d'être membres associés, en candidatant en fait pour être membre associé de Vidéo Muséum. Donc, j'ai rencontré déjà à plusieurs reprises Isabelle Reza à ce sujet. Et voilà, donc nous allons voilà, présenter notre candidature pour être bien membre associé. Je pense que membre de plein droit se justifie pas nécessairement compte tenu de la part finalement proportionnelle d'art contemporain dans nos collections, et aussi voilà, pose aussi un certain nombre de questions sur les outils utilisés, c'est-à-dire que voilà, est-ce que nous avons à vocation nous à être prescripteurs sur la manière de renseigner des notices d'art contemporain? Je ne suis pas complètement certaine, en tout cas nous n'aurons pas le temps de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, d'un commun accord avec Isabelle Reza, le fait d'être membre associé nous semblait beaucoup plus pertinent, et tout en assurant donc, voilà, cette visibilité aux artistes qui nous semblait tout à fait important. Et j'en ai fini, et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Marie pour cette présentation très complète et très convaincante, je dois le dire, en matière d'inclusion et vraiment d'intégration forte de cette pratique à la vie scientifique, culturelle, pédagogique du musée. Nous allons maintenant du côté de l'Avesnois et en terminant donc avec les questions de designers en résidence dans des musées, puis c'est une pratique maintenant, semble-t-il, assez ancienne pour le musée de l'Avesnois. Bonjour à tous. Donc pour l'écomusée de l'Avesnois, nous sommes deux à intervenir. Donc je suis la directrice conservatrice et Eric Fossé qui est responsable de la production culturelle. Donc on va faire cette présentation à deux voix. Je partage notre support. Ah. C'est pas le début. Et voilà. Donc, la question qui était posée au départ de cette intervention par Estelle, qui était très pertinente, faut-il l'inscrire dans le projet le projet scientifique et culturel? Nous, notre réponse est clairement oui, à plusieurs titres. Tout simplement parce que tout d'abord, c'est le designer et le musée, enfin, la place de l'artiste, plus précisément du designer, est tout à fait cohérente avec l'histoire du musée. Qui, tout d'abord, l'écomusée de l'Avesnois, c'est un musée sur deux sites, donc le musée du textile et de la vie sociale et l'atelier musée du verre. Qui sont comme là vous voyez le musée du textile de la vie sociale à Fourny, qui est une ancienne filature du 19e siècle, et ici l'atelier musée du verre à Trénon, une ancienne verrerie du 19e et du 20e siècle, donc deux lieux de production industrielle de deux industries phares de ce territoire. Donc nous sommes un territoire tout à fait marqué par l'histoire de l'activité industrielle, même si l'Avesnois-Thiérache est aujourd'hui plutôt identifié comme un territoire très rural et bocagé. En fait, l'histoire voilà, nous sommes aussi comme le Nord, le département dans son ensemble, très marqué par l'histoire des activités industrielles. Ici, je prends l'exemple des collections autour du verre, car l'écomusée de l'Avesnois, en fait, le périmètre des collections dépasse beaucoup plus largement les thématiques du verre et du textile, qui sont données par les deux thèmes des noms des musées. Et nous avons cette particularité au sein de nos collections de couvrir toutes les activités du territoire. Ici, je vous montre juste un exemple pour vous illustrer cette cohérence que nous avons au sein des fonds de collection. Car comme je vous le disais en introduction, en présentation, l'atelier musée du verre est dans une ancienne verrerie du 19e siècle. Et notre particularité au sein du musée, c'est que l'on conserve quelque part la cohérence des fonds, car nous avons le site en lui-même, la verrerie par an, mais nous avons aussi les fonds d'archives de l'entreprise. Et là, je vous ai mis des exemples de collections verre. On a aussi bien tout ce qui va concerner l'outillage que les productions. Donc là, par exemple, je vous ai mis des exemples de flacons bruts sortis d'arche, mais nous avons aussi en collection des produits finis qui illustrent tout à fait l'histoire du design du flaconnage et de grands fonds photographiques et iconographiques en lien avec cette activité verrière. Et la dernière particularité de nos collections, c'est que nous conservons également des collections de moules de verrerie, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Et ces collections, qui sont des collections Musée de France, nous avons la particularité au sein du musée de les revisiter et quelque part de les désacraliser, et nous vous en parlerons dans la seconde partie de notre intervention, car elles sont revisitées et inspirent les designers que nous invitons au musée.
Ensuite, la troisième particularité au sein du musée, c'est que nous avons des médiateurs qui ont des savoir-faire tout à fait particuliers. Nous avons au sein de notre équipe 2 verriers et également un ancien contremaître de filature qui nous permettent, en fait, depuis la création du musée, d'offrir aux visiteurs une démonstration de savoir-faire, ce que l'on appelait jusqu'à présent une démonstration face publique. Donc, au musée du textile, le visiteur peut assister à la fabrication, la chaîne de fabrication du fil jusqu'au tissage. Et à l'atelier musée du verre, des séances de démonstration de soufflage de verre ou d'autres techniques verrières. Autre particularité au sein du musée, et là c'est plus récent, c'est depuis 3 ans. Nous avons accueilli au sein du musée, au sein de l'équipe, une designer intégrée qui a un rôle tout à fait particulier et je laisserai Eric développer le rôle du designer au sein du musée. L'écomusée de l'Avesnois, c'est aussi, Marie en parlait dans sa présentation, sur la boutique et ce qui est vendu au sein de ces espaces. À l'écomusée de l'Avesnois, nous avons également des ventes de produits dessinés par des designers, mais nous produisons au sein des 2 musées des productions textiles et verres qui sont dessinées par la designer intégrée à l'équipe et produit avec nos chargés de médiation au savoir-faire tout à fait particulier. Donc ici, je vous ai donné en fait des exemples de produits et de gammes que l'on a au sein du musée. Et en bas de l'écran, vous voyez en fait une série de productions qui sont en lien avec notre exposition qui s'appelle L'Envers du verre, qui sera ouverte à partir du 1er juillet, pour laquelle nous sommes très fiers aussi d'avoir reçu le label d'exposition d'intérêt national. Et en plus, je dirais des propositions classiques autour d'une exposition que l'on retrouve couramment, qui sont la possibilité d'avoir un catalogue, un site internet qui permet d'approfondir les contenus de l'exposition. Nous proposons aussi aux visiteurs des produits en boutique qui sont en écho avec l'exposition. Donc là, tout simplement, les produits reprennent les codes de couleur, mais aussi le principe de l'exposition. Voilà, pour proposer une offre tout à fait particulière. Et le visiteur peut également voir des séances de production à l'atelier musée du verre en lien avec les techniques qui sont présentées au cœur de l'exposition L'Envers du verre. Donc vraiment tout cela fait sens et fait un ensemble cohérent. Donc je vous parlais de la première raison qui est que la place du designer au sein du musée est complètement cohérente avec son histoire depuis sa création dans les années 80. Mais c'est également important en termes de positionnement vis-à-vis du réseau muséal de nos partenaires, car vous connaissez peut-être le Musevert qui est dans une proche proximité. C'est un musée à 15 km de chez nous. Et le Musevert est un autre musée du verre qui, lui, a pris dans son PSC l'axe de présentation du verre comme média artistique. Donc nous, on essaye aussi d'être cohérent et complémentaire, d'où cette volonté aussi d'être vraiment positionné sur l'accueil de designers. Je vous donne un exemple. Par exemple, Eric va vous en parler juste après. Nous accueillons en résidence Jean-Baptiste Hybertin-Blanc en résidence de designer chez nous cette année. Et cette sollicitation vient en fait d'une idée du Musevert qui a accueilli il y a 2 ans Jean-Baptiste Hybertin-Blanc en résidence pour un travail artistique. Et il nous a demandé comment faire écho à cette résidence et il nous proposait de faire une exposition Jean-Baptiste Hybertin-Blanc sur son travail autour du design verrier. Mais notre programmation était déjà calée, donc ce n'était pas possible. Et donc, on a essayé de réfléchir à un autre moyen d'articulation
Et nous avons proposé à ce designer de venir chez nous pour une résidence également, mais sur un travail de designer, donc qui est complètement différent. Et du coup, ça me fait une transition parfaite pour qu'Éric vous développe voilà, la place du designer au sein du musée aujourd'hui. D'accord. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis entré avec au musée en tant que photographe et tout au long de ma carrière, j'ai mis en place des ateliers intégrés au sein de l'écomusée qui permettaient de fabriquer, de concevoir des supports graphiques. Et je me suis longtemps interrogé, ça fait 23 ans que je suis dans la maison, comme on l'appelle ici, et je me suis longtemps interrogé sur ces démonstrations qui étaient faites, démonstrations de savoir-faire, et je trouvais dommage qu'on ait une sorte de savoir-faire qui soit un peu sclérosé, qui ronronnait doucement et qui n'allait pas au-delà de ce qu'il pouvait produire, un peu comme nous on le faisait dans les services supports de l'écomusée. C'est-à-dire qu'on avait cette chance d'avoir des ateliers qu'on produisait, on inventait, on dessinait, on photographiait, on était un peu toujours sur de l'innovation, en tout cas de mon point de vue de technicien. Et quand il m'a été donné un peu de marge de manœuvre au sein du musée, je me suis interrogé sur ces métiers de savoir-faire. Et en regardant en prenant un peu de recul sur nos sites, comme l'a évoqué Solène tout à l'heure, ou sur nos collections, je me suis dit que finalement ces sites, ces objets étaient tous constitués ou dédiés à la production d'objets ayant une forme, une fonction, un usage, et ça, a priori, ça relève du design. Donc, on est allé explorer un peu plus avant cette question du design, d'abord par une phase d'acculturation en invitant des designers sur un format participatif à venir nous rencontrer, et ensuite, quand on s'est senti suffisamment solide, à inviter des designers en résidence. Alors ça s'est fait dans un premier temps avec des designers émergents sous la forme de résidence de 2 mois, essentiellement autour du verre. 2 mois consécutifs pour des designers émergents, c'est possible. Pour des designers un peu plus chevronnés et ayant déjà des studios bien installés, c'est plus complexe. Donc on a déjà revu notre format de résidence, et on a sur ce nouveau format, cette année, la chance d'accueillir JBSB, donc Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Et ça, cette rencontre, elle est née effectivement d'une proposition du Musevert, et je pense qu'elle s'est faite aussi parce que Jean-Baptiste Sibertin-Blanc est quelque part tombé, comme on est tombé amoureux de sa production, en amour de notre Val-Verrière, comme on dit au Québec. Il est très sensible à ce patrimoine industriel, et il est chevronné. Il a travaillé pour DOM pendant 10 ans en tant que directeur artistique. C'est vraiment quelqu'un de très très solide, et il a une passion du verre. Ce qui nous a permis de développer avec lui aujourd'hui un projet de production verrière qui nous permet de faire un pas en avant, qui nous permet de retravailler sur des productions qui sont davantage en cohérence avec les productions des sites, qui s'inspirent effectivement de l'histoire des sites, et qui nous permet de faire le lien entre la production industrielle et les savoir-faire que nous avions déjà j'allais dire en stock, au travers de nos verriers. Aujourd'hui, Jean-Baptiste travaille avec nous sur une production de carafes que vous voyez là. Donc, vous avez des expérimentations qui sont sur la photo, sur des gobelets, et ceci nécessite des moules. Alors, on est parti de notre collection de moules, on a exploré des choses. Finalement, on va peut-être fabriquer de nouveaux moules, mais en même temps, parce qu'il y a toujours un en même temps, il n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux également d'autres séries de moules, et nous propose un projet complémentaire qui est autour de moules de petit format qui devrait aboutir à une série de boules de Noël. Donc, le regard du designer sur notre savoir-faire, sur nos collections, sur nos outils de production, il est hyper intéressant, et nous permet
d'aller un peu plus loin, de faire aller un peu plus loin nos verriers, de faire le pas de plus vers comment dire, l'objet dessiné, manufacturé, sériel, tel que il a pu être produit au 19e siècle et au 20e siècle sur notre site. C'est vraiment la plus-value du designer chez nous. On n'est plus sur ce que communément on appelait le vase à mémère ou le vase à pépère. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur quelque chose dans lequel on n'apporte qu'une attention modérée à la couleur, à la teinte, à la forme. Là, on est vraiment sur des choses qui sont très précises. On a quitté le champ de la démonstration pour aller vers un champ de production et de travail un peu à l'image des visites d'entreprise que l'on peut faire quand on va chez un industriel, c'est-à-dire qu'on est dans un site qui raconte une histoire, qui a une histoire, qui a un passé, qui a des collections inspirantes, mais qui est également témoin de son époque et qui, quelque part, a une ambition de prolonger quelque peu l'histoire industrielle du territoire. Et donc aujourd'hui, nos visiteurs sont davantage face à des ouvriers en production qui sont détenteurs de savoir-faire exceptionnels, mais et non plus en face de verriers qui font à la va comme je te pousse, le petit chat, la glette, le vase et autres goodies. Voilà. Donc ça, c'est l'orientation, c'est le projet qu'on développe avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. De la même manière, et là, c'est vraiment une toute nouvelle expérience. Nous avons engagé une résidence de création textile avec Clivia Nobili, qui elle est styliste dans la région à Lille, qui a un parcours autodidacte que j'avais pu rencontrer quelques années auparavant lorsque je m'interrogeais sur la thématique sur le thème du travail. Parce que Clivia a développé des gammes de prêt-à-porter qui sont en lien avec le vêtement de travail et développe aussi des tenues de travail à destination des professionnels. Donc on s'était rencontrés autour de cette thématique. Je savais que Clivia cherchait à reproduire localement, à faire retisser localement des toiles. On a eu l'occasion cette année de mettre en place cette résidence et c'est une très jolie rencontre parce que là aussi, nous avons notre contremaître en filature qui maîtrise très bien la filature. Nous avons des métiers à tisser sur lesquels nous produisons des torchons. Bon, voilà, c'est un peu l'objet, le goodies de base du musée. Mais il me semblait qu'on pouvait faire beaucoup mieux sur nos métiers à tisser et que voilà, il était intéressant d'associer encore une fois un designer, une styliste ou un créateur. On l'appelle comme on veut. Et seulement, moi, je n'avais pas dans le réseau écomusée, je n'avais pas de compétences en termes de confection, on peut produire de la toile, on peut produire du fil de la toile éventuellement, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? La toile, c'est pas un produit fini. Donc, c'est la vraie valeur ajoutée de Clivia. Elle a une connaissance parfaite de la confection, des acteurs de la confection, de la diffusion, de comment on confectionne un vêtement de travail, comment on confectionne un tablier, comment on confectionne une nappe, un torchon, une serviette simplement. Et donc l'idée est venue au fil du temps de remettre en œuvre le métier picanol sur laquelle vous la voyez s'appuyer pour produire une première série de linge de maison, parce que finalement c'est ce qui requiert le moins de travail de confection après tissage. Et donc on a travaillé avec elle sur un dessin que vous voyez en bas à droite de l'écran, un dessin de tissu en ne changeant pas la carte installée sur le métier picanol et en utilisant cette base de travail pour cette première série de produits qui seront vendus, diffusés en boutique à l'Écomusée de l'Avesnois, dans sa couleur bleue, qui lui va très bien, et qui sera valorisé lors d'un pique-nique géant l'année prochaine avec la venue d'un
chef étoilé. Voilà, on a tout un écosystème qui se met en place autour de ce projet. L'idée aussi, puisque en raison du contexte sanitaire, nous avons pris un peu de retard sur nos 2 résidences cette année, c'est que puisque d'un côté, nous avons un Jean-Baptiste Sibertin-Blanc qui va travailler sur une carafe et une série de gobelets. De l'autre côté, nous avons une designer textile qui va travailler sur du linge de table et sur un projet de pique-nique. C'est de se faire rencontrer les 2 projets lors de cette phase de restitution. Voilà, donc on vous invite à venir au printemps prochain découvrir ces productions. Vraiment l'intérêt, la valeur ajoutée de ces designers, c'est la précision, c'est la connaissance du métier, c'est le regard porté sur nos collections, c'est la manière dont ils s'inspirent de nos collections, du territoire, de la façon dont ils se nourrissent et nous nourrissent en retour derrière de nos histoires respectives. C'est vraiment une ouverture du musée. En principe, je vais dire d'ordinaire, ces résidences se font face publique. Elles suscitent leur rencontre, l'échange avec les publics. Encore une fois, les médiateurs travaillent avec les designers. On a des projets d'ateliers qui sont déclinés en fonction des résidences d'ordinaire. Cette année, ça a été un peu compliqué, mais voilà, c'est aussi un moyen de proposer à nos visiteurs de rencontrer des designers, des créateurs qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer par ailleurs, pas nécessairement, et quelque part de remettre dans nos musées ce qui en d'autres temps s'appelait par exemple un bureau d'études, un bureau de conception. À l'image de ce que nous, on faisait en tant que technicien de musée il y a quelques années, de ce que je faisais. Voilà. Donc, c'est vraiment cet apport très, très important du designer, au-delà de la possibilité d'éditer par la suite, de gagner un peu d'argent en vendant. C'est pas la priorité absolue. Bien sûr, ça fait partie de la donne. L'idée, c'est vraiment la rencontre et l'inspiration par le musée. Alors, je vous parlais des premières expérimentations. On a initié le Design Creative Camp. Je pense que vous connaissez tous le principe du Muséum Mix, cet événement participatif autour de la médiation culturelle dans les musées. Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était un format qui était très, très intéressant, un format laboratoire qui me plaît énormément. Vous voyez mon sourire hein, sur la photo, d'ailleurs. Donc, on a transposé ce dispositif à l'attention des designers et on propose, en temps ordinaire, 5 jours de mécathon. C'est un réel défi par équipe autour de la revisite de nos moules verriers. Je pense qu'un jour, on arrivera aussi à un DCC textile. Donc, on propose à des gens qui ne se connaissent pas, qui sont designers produits, designers graphiques, designers d'espace, communicants, de se fédérer en équipe autour d'une forme et de envisager avec nos verriers un nouvel usage en fonction d'un thème. Là, vous avez par exemple le thème transversal qui était le thème nomade, et à partir d'une forme, celle qui est présente dans nos mains, vous deviez développer un projet autour du son, autour de la lumière. J'ai oublié les 2 autres et je ne sais pas les lire. Et c'est vraiment un défi parce qu'en 5 jours, il faut appréhender, dessiner, prototyper, packager et communiquer sur un projet. Quand vous savez que le verre nécessite un temps de recuisson d'une journée, ça laisse assez peu de temps et assez peu de place à l'erreur. C'est vraiment un défi et c'est galvanisant. Voilà, je pense que c'est galvanisant pour les équipes du musée, c'est galvanisant pour les designers et ça nous a permis de constituer quelque part une communauté et de faire connaître notre structure. Nous avons des designers qui viennent d'un peu partout en France et de l'étranger, le plus éloigné étant un Polonais sur la 2e édition.
Voilà, donc c'est vraiment la constitution d'un réseau, d'une rencontre et l'émergence de projets parfois déroutants et toujours intéressants en tout cas. L'écueil sur ce type de rencontre, c'est que nous ne sommes pas encore parvenus à éditer des productions. On est toujours à l'étape du prototype. Il y a un petit écueil avec comment dire, le fait que ce soit des projets qui soient co-construits, pardon, et que pour poursuivre le développement, ça nécessite de refédérer des équipes sur des temps un peu plus longs. Voilà. Donc il y a encore un peu de chemin à faire. On y travaille. On ne désespère pas d'éditer un jour les. Et la question du partenaire industriel. Oui, la question du partenaire industriel que nous n'avons pas encore. Puisque aujourd'hui, effectivement, l'Avesnois, qui fut industriel, est extrêmement rural, n'a pas véritablement l'écomusée n'a pas vraiment d'appui industriel à proximité. Et donc, de ce DCC, vous apercevez sur l'étiquette son Mathilde Trottin, qui est la designer intégrée de l'écomusée. Et bien Mathilde, elle est venue à nous par l'intermédiaire de la première édition du DCC. Elle a candidaté. J'avoue que moi j'étais un peu en stress, n'étant pas designer et n'ayant pas eu de formation de design. J'avais proposé ce projet pour ma culture design et je me disais que sur le territoire il n'y avait pas grand designer. Eh ben, j'avais tort parce que Mathilde, qui était candidate, elle habitait à 20 bornes de chez nous et elle avait une furieuse envie de travailler avec l'écomusée. Donc elle a profité du DCC pour se faire connaître. On a fait une très jolie rencontre et finalement, de fil en aiguille, nous avons pu proposer à Mathilde un poste de designer intégré. Alors qui, je pense, est de mon point de vue hyper intéressant, mais nécessite de sa part de faire parfois le grand écart. C'est-à-dire que Mathilde doit travailler à la fois sur du design de produits, sur de la scénographie, sur du design d'espace. Et je sais que parfois elle se tire un peu les cheveux et qu'on lui en demande beaucoup parce que finalement ce sont 10 métiers dans un métier. Voilà, mais ça fait partie de la démarche que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'avoir au cœur de l'écomusée non seulement des ateliers de production, mais aussi, je pense, un bureau d'études. Voilà, c'est ce qui nous permet de développer des projets tels que la refonte de nos espaces d'accueil billetterie boutique. Alors là, vous avez un point d'étape. Hein. Vous n'avez pas la version définitive des espaces, mais voilà, nous avons mené pendant cette crise Covid et un peu au pas de charge un projet de requalification, pas réaménagement de nos espaces de service au public. Nous avons inversé complètement la donne, renversé la table et redistribué complètement sur notre premier bâtiment ces services qui comprennent un café, une boutique et effectivement une bande d'accueil billetterie. Nous avons initié ce projet en janvier. Et nous sommes encore en train de travailler dessus et de l'achever. Voilà, nous avons comme échéance le 1er juillet. Il est évident que sans Mathilde Trottin, designer intégré à l'écomusée, on n'aurait jamais pu mener ce projet, je pense. Voilà. De la même manière, et là je vais peut-être laisser Solène reprendre la main, la scénographie que vous voyez là actuellement est la scénographie de l'exposition L'Envers du Verre, et elle a été menée de concert par Mathilde et l'équipe scientifique du musée. Oui, c'est un très bon exemple pour vous montrer à quel point d'une initiative qui a commencé par l'invitation de designers, maintenant nous avons un designer intégré qui en fait intervient, je dirais, sur toutes les strates du musée. Et donc Mathilde travaille avec nous sur tout le développement des projets, notamment d'exposition. Et dans L'Envers du Verre, la scénographie a une part tout à fait importante dans la présentation.
car on tenait à ce que la scénographie ne soit pas dessinée par quelque part un scénographe et fabriquée par des... Voilà, on ne voulait absolument pas de vitrines classiques. On voulait que ça colle vraiment à l'identité du musée. Et donc Mathilde a été intégrée à notre équipe dès le début des recherches sur l'exposition. Et vous voyez en fait que le principe de présentation est inspiré des codes de la caisserie industrielle. Et la scénographie a été inspirée par une photographie qui est présentée au sein du parcours d'exposition, qui est une photographie de conditionnement de près au départ d'une verrerie de verre plat à niche. Donc, inspirée par une photographie en collection et tout à fait cohérente avec l'identité du musée qui se veut être un musée de valorisation du patrimoine industriel de la Vénois-Thiérache au sens large. Donc, voilà, le design, en fait, pour nous, c'est un moyen aussi d'assurer une grande cohérence au sein du musée. Donc là, je vous ai donné un exemple au niveau de la scénographie des expositions. Mais je peux vous donner un autre exemple aussi en termes de politique des publics, parce que Mathilde est aussi impliquée sur les projets de développement de projets de médiation. Par exemple, nous développons des projets de médiation sur mesure avec des IME ou des groupes en insertion. Et nous avons conçu un projet qui s'appelle Design-moi un flacon, sur un peu un format appliqué du design creative camp, où en fait on propose à ces groupes en insertion sur la même forme d'un marathon créatif, sur un format assez court, de s'inspirer à partir de nos collections de flaconnage et d'arriver jusqu'à la fabrication, au scénario d'usage, aux documents de commercialisation et de publicité. De raconter l'histoire de leur flacon. Et tout cela fonctionne très bien et c'est aussi une manière pour nous de relier ce qu'est un musée de société, un musée que l'on veut ouvert sur aujourd'hui, ouvert sur les problématiques contemporaines et aussi qui implique le visiteur. Au départ, à la création du musée, qui était sur un axe qui était plutôt de l'ordre du montrer, de la démonstration, et aujourd'hui que l'on veut étendre sur l'axe du faire et de la participation. Donc en fait, toute cette démarche autour du design nous a permis, je dirais, d'accoucher, comme une démarche de maïeutique, sur le concept du nouveau projet scientifique et culturel du musée qui s'intitule « Montrer et faire ». Donc avec montrer qui est quelque chose de tout à fait attendu dans un musée, mais aujourd'hui avec un axe autour du faire qui se dilue en fait aussi bien sur ce que l'on montre au public sur un parcours de visite classique où la démonstration en fait que l'on n'appelle plus démonstration est aujourd'hui des séances de production face publique et en termes d'offres publiques où aujourd'hui nos ateliers, par exemple, que l'on peut proposer, sont en lien avec le développement de pratiques de savoir-faire. Et tout cela, forcément, va reposer des cartes sur la politique d'acquisition du musée et sa politique de restauration. Parce que Eric, par exemple, vous parlez du travail de Clivia Nobili autour du métier Picanol. Le métier Picanol est en collection Musée de France. C'est un métier que l'on entretient en fonctionnement, enfin que l'on remet en fonctionnement. On remet en fonctionnement. Il n'a pas fonctionné depuis la fin des années 90. Voilà. Et donc forcément, en fait, ces résidences nous re-questionnent sur comment remettre en marche un ancien métier, comment aller retrouver des savoir-faire aujourd'hui perdus, comment former notre équipe de médiateurs à des techniques qu'ils ne connaissent pas forcément. Ce sont les problématiques qui se posent à nous aujourd'hui et qui vont aussi, je l'abordais très rapidement, sur la politique d'acquisition parce que tous ces travaux en fait d'accueil de designers au musée, nous avons aujourd'hui une série en fait d'éditions potentielles ou de travail de recherche et on se questionne maintenant sur quelle part
Est-ce qu'on patrimonialise une partie? Quelle part? Pourquoi? Est-ce qu'on patrimonialise le tout, car c'est un ensemble cohérent? Est-ce qu'on patrimonialise juste l'objet fini, alors qu'en fait, c'est qu'une partie de l'histoire? Voilà, tous ces questionnements qui se posent à nous aujourd'hui et sur lesquels on serait ravis d'échanger avec vous par la suite. Voilà, on en a fini. Merci beaucoup. Alors pour cette intervention également très riche. Alors figurez-vous qu'on a déjà dépassé le temps imparti, mais je crois que ça serait quand même dommage de s'en tenir là et de pas débattre un peu, ou au moins de lancer peut-être quelques réflexions complémentaires. Moi j'avais préparé, mais je vais du coup être excessivement bref, quelque chose en la matière. Du coup, est-ce que voilà, vous voyez l'écran? Oui, oui, oui. Oui, Ouais. d'accord. Donc, bon, de tout cela, on voit qu'il y a énormément d'initiatives et qui sont vraiment sous le contrôle des équipes. Enfin, ça, je pense que la question de l'inclusion des artistes et de l'intégration fine dans le PSC, de ce qu'on a entendu ce matin, ça ne fait pas débat, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose d'excessivement organisé et contrôlé, et voilà, dans ce qui nous a été montré. Peut-être y aurait-il à poursuivre des discussions autour de la réception par les publics, comment la perception de ces initiatives se fait. Peut-être pousser aussi une typologie de ces expériences avec à chaque fois des exemples choisis. C'est peut-être, pourquoi pas, le SMF qui pourrait lancer une enquête un peu complète sur le sujet, en aboutissant à une typologie pouvant servir de vade-mecum à la rédaction des PSC d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant. On voit bien que la question de la commande n'a pas été trop abordée, mais on pourrait aussi imaginer de revenir sur ces questions de modalités, périmètre, financement, comment concrètement se font ces commandes, et quel est le rôle de chacun entre l'artiste, le musée, quels sont les périmètres, on va dire, un peu respectifs. Et puis on l'a vu aussi, le statut des collections produites peut poser problème, puisque les CSRA peuvent, à juste titre, se poser un certain nombre de questions. Alors, pour se faire aussi un peu l'avocat du diable, parce que là, on a vraiment vu je crois, des initiatives très abouties avec des résultats personnellement que je trouve excessivement convaincants. Mais pour être quand même un peu l'avocat du diable, on pourrait aussi, comment dire, se dire qu'il y a, pourquoi pas, le risque aussi de sombrer dans la facilité avec ce que j'appelle l'effet Kunz. J'ai pas la peine d'aller trop loin, je pense que ça a fait suffisamment débat à l'époque, mais il y a aussi un phénomène de mode, il faut peut-être en avoir conscience, et de se dire qu'il y a peut-être des fois des échecs cuisants, ou des tentatives en tout cas qui, parce que peut-être n'ont-elles pas été suffisamment maîtrisées, aboutissent à des résultats peut-être un peu intermédiaires. Il y a peut-être aussi des fois l'idée que l'artiste peut se retrouver en mauvaise posture, c'est-à-dire qu'on va aussi des fois l'installer dans un rôle délicat, parce que on voudrait lui demander de résoudre des problématiques qui sont les nôtres, peut-être dans nos problématiques scientifiques, disons, et l'artiste n'est pas un pompier. Donc il y a aussi peut-être cette limite. Cette idée qu'un artiste puisse être aussi, pourquoi pas, instrumentalisé parce que il se retrouve finalement un peu sans raison, ou pour de mauvaises raisons, des fois là, invité par le musée, qui n'a peut-être des fois pas toujours choisi d'ailleurs, le musée en question. Donc je crois qu'on a tous été face à ce type de situation en tant que conservateur, ou en tant que visiteur. Donc il n'y a pas de recette, évidemment, ça je pense qu'on l'a bien vu ce matin, et tout est une affaire de dosage, et surtout de pertinence dans ces invitations. Mais une fois de plus, ce qui nous a été montré ce matin, et personnellement, est vraiment très 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 convaincant. Ça pose bien la question du musée dans son acception musée du XXIe siècle. Je fais allusion au rapport du service des musées de France et de Jacqueline Edelman, où on voit bien que la question du musée, qui est perçue comme on va dire une plateforme de rencontre, un espace collaboratif, d'échange, et il me semble qu'avec ces initiatives ce matin, on est en plein
dans cet enjeu du musée du XXIe siècle, où le musée va bien au-delà de son rôle, sort de son rôle traditionnel, s'ouvre à son territoire et s'ouvre à des pratiques, évidemment de façon très, très audacieuse. Après, une fois de plus, la question est de savoir quel impact ça a sur les publics. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces quelques réflexions pour dire que peut-être tout n'est pas simple et que ces très bons exemples peut-être dissimulent des pratiques un peu plus hasardeuses par ailleurs. Voilà. C'était juste histoire de lancer le débat. Alors, je vois qu'il me semble qu'il y a des mains qui se sont levées dans les participants. Je crois que Estelle avait levé la main. Je vois qu'aussi Bénédicte également. Tu veux commencer, Bénédicte? Merci Estelle. Bonjour à toutes et tous. Merci à Fabrice pour sa coordination et merci aux 3 intervenants. Moi, ce que je voulais dire, c'est Marie qui m'a fait penser à ça quand elle parle d'anthropologie de l'art. Et ce que je trouvais intéressant, puisque tu as fait allusion à l'exposition folklore que moi j'ai vue en Lorraine, je ne l'ai pas vue au Mucem, je l'ai vue à Metz l'été dernier, c'est que justement tu rappelles bien que historiquement il y a un lien entre les musées dits ATP et la création contemporaine, et puisque c'était là aussi pour interroger des faits contemporains. Et il y a des grands historiens d'art, en particulier Henri Faucillon, dans le colloque de 1927 à Prague sur les arts populaires qui était fait dans le cadre de la Société des Nations, qui rappelait très très bien ce lien étroit entre tradition, création et les designers au sens de l'industrie et non pas au sens du design intégré. Hein, Jean Prouvé. Hein. Je suis Lorraine, je suis désolée, mes exemples sont toujours très focalisés. Et donc, aussi, il y a aussi Franck Castel qui a beaucoup parlé, puisque Solène, tu en as beaucoup parlé du rapport entre art et technique. Et on retrouve un peu cette idée des musées du 19e siècle, du 20e siècle, entre les musées d'art et d'industrie, le musée industriel et le rapport justement entre le créateur, que ce soit un artiste, le producteur, où on va très bien par rapport à la verrerie. Alors moi, Solène, je n'ai rien contre le chacha, ça m'émère, j'en achète dans toutes les boutiques. Et bon, j'en ai un, j'avoue, je l'ai acheté chez Doom. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de revenir justement à cette notion de production. Et les savoir-faire, moi, je trouve que c'est très intéressant. Mais un savoir-faire, il n'existe que s'il se transforme, s'il évolue. Il faut arrêter de figer les savoir-faire. Et pour revenir à ce que tu as dit, Fabrice, en conclusion, moi, je vois 3 soucis. C'est qu'on avait vu d'ailleurs avec Marie et Estelle, qu'on n'a pas l'habitude dans les CSRA, parce qu'on met un peu les musées de société dans une je vais faire caricaturale, dans une image moule à gaufres et sabots. Alors, on est très étonné qu'ils s'intéressent à l'art contemporain, alors que ça a toujours été un questionnement. Et deuxièmement, les problèmes de restauration, Solène, que tu as soulevé, il y a déjà eu une journée de la FEMS là-dessus, donc c'est un vrai sujet. Et troisièmement aussi, je pense que ce qu'a très bien montré Marie, et tu as raison aussi Fabrice, c'est que ce sont des exemples qu'on a choisis aujourd'hui qui sont assez pertinents. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que je pense qu'il y a aussi un danger, mais je pense qu'Estelle partagera mon point de vue. Il ne faut pas instrumentaliser l'artiste, il ne faut pas que on se sert de l'art contemporain pour résoudre des problèmes d'absence ou de faiblesse de contenu dans un PSC, et qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il y a aussi la notion de public qui est très important, parce que le public qui n'est pas toujours, c'est pas d'ailleurs que dans les musées de société, hein, qui n'est pas toujours qui s'interroge sur le positionnement de l'artiste. Il faut aussi voir comment il reçoit et puis alors, je suis d'accord aussi complètement de faire attention que l'artiste, c'est pas un médiateur, c'est pas quelqu'un qui va résoudre tous les problèmes de contenu d'un musée. Voilà ce que j'avais à dire. Alors oui, moi, en complément, déjà, je voulais suggérer à nos collègues de l'écomusée de l'Avesnois, par rapport à cette problématique du prototype, ça vaudrait peut-être la peine de se rapprocher de la DGCA. Et c'était une donnée que je voulais partager de toute façon avec chacun d'entre vous. En fait, il y a un nouveau bureau des métiers d'art et de la création industrielle qui a été mis en place, qui est donc sous la responsabilité de Florent Kieffer. Et je pense qu'il pourrait vous accompagner dans cette démarche de soutien, de recherche d'un partenaire industriel. Voilà, c'était une première réponse à ce questionnement.
Après, par rapport aux questions que Fabrice mettait sur la table en cette fin de débat, effectivement, c'était dit très justement, il peut y avoir aussi des échecs, des écueils, et ça tient souvent, en fait, comme dans tout partenariat, finalement, à une mauvaise compréhension de part et d'autre. Et donc, de plus en plus, on encourage en fait les structures et les artistes, et même les collectifs d'artistes d'ailleurs, à engager des conventions de partenariat qui ne vont pas être la solution miracle, mais qui auront peut-être le mérite de poser en fait l'ensemble du projet sur la table et aussi de veiller à ce que chacun y trouve son compte dans des délais aussi raisonnables. Voilà. Par exemple, un artiste, mis à part peut-être le contexte de résidence, ne peut pas être mis à disposition comme ça indéfiniment. Il a aussi d'autres projets en parallèle qu'il lui faut réaliser. Et donc, c'est très important d'être très clair sur les attendus, les délais, les moyens humains, financiers qui sont mis à disposition. Et à ce titre, je pense, tant la DGPA que la DGCA sont très conscientes de cette problématique et se sont rassemblés en fait pour envisager des moyens d'aider, d'accompagner. Et donc, dans très peu de temps, sera mis en circulation notamment un vade-mecum des expositions, où se pose principalement la question justement de l'accueil d'un artiste vivant. Alors très honnêtement, ce document a vu le jour parce que le besoin a été exprimé notamment par des maires ou des adjoints à la culture de petites ou moyennes collectivités territoriales, mais il est à parier que ce document sera sans doute très utile à chacun. Il a été pensé en groupe de travail, en associant aussi les conseillers musées, conseillers arts plastiques, des élus également, qui ont posé des questions qu'on aurait pu nous-mêmes oublier. Et donc, je voulais attirer votre attention sur ce nouvel outil qui devrait être diffusé par les conseillers musées et conseillers arts plastiques dans les semaines à venir. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres demandes d'intervention? Ah, Céline qui a levé la main, je crois. Madame la Présidente. Oui, merci à tous. Moi, je voulais savoir s'il était envisageable que nous disposions éventuellement d'une, je ne vais pas dire une synthèse, mais peut-être un panorama illustré justement de cette problématique acquisition en art contemporain et musée de société que pourrait éventuellement produire le service des musées de France et qu'on pourrait, qui pourrait constituer nous aussi une ressource au-delà pour le réseau, parce que là, on a eu quelques exemples vraiment très intéressants. J'espère qu'on pourra les partager, c'est très inspirant, dans des sujets différents, enfin, dans des approches différentes, pour que ce soit les Alsaciens ou les Avinois. Mais Bénédicte, je pense que c'est intéressant éventuellement d'avoir ce type de données. Excuse-moi, Céline, je n'ai pas tout entendu ce que tu disais, mais tu proposais de faire un bilan sur l'art contemporain dans le musée de société. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire très modestement, Estelle et moi, ce matin, quand on a discuté de son intervention. Bon, alors on est parti un peu, je laisserai parler Estelle, bon, un peu au hasard et un peu à la pêche, parce que ça supposerait de faire un bilan de tous les PSC des musées de société. Il faudrait qu'on le fasse avec vous, d'ailleurs, avec vous, je veux dire, avec la FEMS. Et ça serait justement intéressant, et comme disait aussi Fabrice, la réception du public. Je pense que ça serait intéressant. Alors après, il faudra… Alors je dis juste une petite précision. Moi, j'ai bien… Estelle, aujourd'hui, parlait bien d'art contemporain. Il ne faut pas le confondre avec le fait que des musées de société interrogent aussi des faits contemporains de société, qui pour moi ne sont pas la même chose, même s'il peut y avoir un lien entre les deux. Donc, il faudra faire aussi attention à cette commande. Alors, je vais laisser parler Estelle. C'est pas qu'on ne veut pas le faire, Céline, mais on est quand même… bon, on a aussi un problème, comme tu le sais, de ressources humaines, mais je pense que ça serait un projet très intéressant qu'on pourrait lancer avec vous et peut-être éventuellement trouver quelqu'un pour nous aider. On aura besoin, je pense, Estelle, tu vas me confirmer, d'un étudiant qui pourrait nous aider à faire ce petit travail. Et puis après, il faudra bien définir aussi ce qu'on appelle un musée de société, ce qui est aussi une grosse question. Donc,
Alors oui, tout à fait. On prend note de ce besoin, comme je disais en introduction de mon intervention. Il nous manque une forme d'observatoire régulier finalement, et qui serait pourtant très utile à chacun d'entre nous. Donc on va dire qu'on acte aujourd'hui cette demande et il faudrait évidemment qu'on l'étudie au sein du service des musées de France. Je voulais aussi rappeler, vous connaissez sans doute cet outil, mais il existe une muséofiche PSC qui a été complètement revue récemment, qui est en ligne. Donc, je vous invite à la consulter ou à la revoir dans ses nouvelles modalités. Et Bénédicte pourra dire comme moi que les référents au bureau de l'animation scientifique et des réseaux auxquels nous sommes rattachés au service des musées de France se tiennent chacun à disposition pour accompagner nos collègues sur des problématiques données. Et donc, bien évidemment, en ce qui concerne l'art moderne et l'art contemporain, il ne faut pas hésiter à me solliciter. Ça arrive régulièrement, donc voilà, c'est tout à fait dans nos cordes et on est là pour ça. Et puis, je voulais aussi signaler, vous connaissez le CNAP, le Centre national des arts plastiques, qui a une collection nationale incroyable. Et la nouvelle directrice, Béatrice Salmon, a vraiment à cœur de diffuser au maximum sur le territoire dans les musées. Je sais qu'avec ses équipes, elle mène de nombreuses missions exploratoires. Vous pouvez tout à fait inviter le CNAP à venir vous rencontrer dans votre musée si vous souhaitez, un jour proche ou lointain, accueillir des œuvres du CNAP dans vos collections. Ça présente plusieurs avantages, c'est que vous avez une structure totalement rompue à ces questions qui est à vos côtés, qui est prête à proposer des dépôts de plus ou moins longue durée. Je sais que Béatrice est très attachée à la notion de dépôt dynamique, qui n'aurait peut-être pas vertu à rester 20 ans de suite, mais mettons faire un dépôt 3 ans, puis le renouveler pour 3 autres années avec une autre œuvre. C'est des choses qui peuvent être envisagées. Et vraiment, le CNAP est très proactif. Pas seulement parce qu'il mène en ce moment son chantier des collections, mais tout simplement parce que la collection ne cesse de s'acquérir et tout cela ne fait sens que si les œuvres sont montrées et partagées avec les publics. Donc j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de budget très conséquent, eh bien, et même si vous en avez par ailleurs, le CNAP est vraiment un excellent partenaire qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser. Et Estelle, si tu peux me permettre, il y a aussi le mobilier national qui a cette politique de dépôt. Alors, c'est pas que du mobilier ancien, la commode Napoléon Ier, puisque c'est parce qu'ils ont aussi une collection de design et qui sont d'ailleurs avec de la conception intégrée. Ils sont aussi, ils avaient fait d'ailleurs une présentation à une réunion des conseillers musées où ils ont aussi une politique de territoire. Vous pouvez faire appel à eux si vous souhaitez monter des partenariats en termes de design et d'art contemporain, puisque c'est aussi Mobilier National a aussi une activité de création. Tout à fait. Il est presque 11 heures. Je ne sais pas si, voilà, peut-être on va conclure, à moins qu'il y ait encore d'autres participations. Il faudra organiser probablement d'autres rencontres sur cette thématique, ça paraît assez clair. Tant mieux d'ailleurs. Oui, à ce sujet, j'en profite pour vous dire que en effet, les jeudis de la FEM vont se poursuivre. On a déjà eu l'occasion d'organiser parfois 2 épisodes plus ou moins sur le même sujet. C'est vrai que quand il y a beaucoup d'engouement autour d'un sujet, c'est intéressant de poursuivre les échanges. Et une autre manière aussi de les poursuivre, c'est sur notre nouveau site internet. Donc voilà, on a un nouvel espace adhérent professionnel sur lequel il y a un forum, voilà, qui est organisé justement par sujet thématique. Et donc l'objectif, c'est aussi de laisser, voilà, on a déjà créé les sujets qui font référence donc à nos thématiques de nos jeudis de la FEMS. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à demander votre accès, à faire créer votre compte pour rejoindre le forum et continuer donc ces échanges à l'écrit. Voilà, peut-être, je ne sais pas, Fabrice, si tu veux dire un mot de la fin, sinon. Surtout des remerciements à tout le monde, tous les intervenants. Enfin voilà, c'est un sujet foisonnant, passionnant, très stimulant et je crois qu'on a eu plaisir ce matin à tous le partager. Voilà ce que je voulais tout simplement dire.
Ben oui, mais merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Et donc, on se retrouve, comme je disais en début de session, le prochain jeudi pour ceux que ça intéresse, qui sera donc dans 2 semaines, le 24, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 24 juin, qui portera sur la thématique de musée et PCI, patrimoine culturel immatériel. Voilà. Donc, ce sera notre dernier de ce début, voilà, de ces débuts d'année, enfin de ces 6 mois. Et donc, on reprendra un cycle sans doute à la rentrée. Voilà, merci et bonne journée. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci et Au bonne revoir. journée. À bientôt. Au revoir, à très bientôt. Bonne journée. Au Merci revoir. beaucoup.